Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoFort, cette actualité crypto numéro 53. Bon ben écoutez, aujourd'hui comme d'habitude on va parler du VeChain, on va parler de XRP, Ripple, VV Digital Collectibles, mais également de Ultra, d'avoir des nouveautés un petit peu sympas là, sur chacun des projets. Et puis sinon, on parlera en fin de vidéo, comme d'habitude, des actualités crypto plus générales. Et là aussi, vous allez voir que ça déménage un petit peu sévère au niveau politique. On s'en donne à cœur joie là, pour taper sur les cryptos. On verra comment et pourquoi. Et puis on passera également sur les actualités économiques plus générales, où là aussi il y a des choses intéressantes à dire. Bon, bah écoutez, c'est parti. On va commencer par le VeChain, les amis, comme d'habitude. Donc, on a première information de la fondation VeChain directement, vous voyez, sur leur compte Twitter. Et on a tout simplement une annonce faite pour tout l'aspect de développement, des développeurs, etc. avec le VeChain d'App Kit. Donc, je vous explique ce que c'est, ce VeChain d'App Kit. C'est vraiment pour les développeurs, hein. Donc, nous, communs des mortels, franchement, on n'y pige rien. Je vais vous lire un petit peu à quoi ça ressemble, mais juste dans les grandes lignes pour avoir à peu près ce que c'est. Donc, le but de ce kit, en fait, de DApp, à l'encontre, enfin, vis-à-vis des développeurs qui veulent développer des projets, des dApps, justement, c'est-à-dire des applications en mobile, généralement sur l'écosystème du VeChain, eh bien, ce kit permet tout simplement un management simplifié des portefeuilles numériques, notamment, parce que vous savez qu'il y a plusieurs portefeuilles numériques disponibles sur l'écosystème du VeChain, et notamment, vous avez le dernier en date, c'est VWorld qui est sorti, qui est le top du top en ce moment, hein, à ce niveau-là. Donc il y a un système simplifié là-dessus, il y a également des composants, et là on est dans le dur du sujet pour le développement, pour les développeurs, c'est tout ce qui est les composants UI améliorés au niveau des librairies, de codage, etc. On a tout ce qui est l'intégration React, enfin voilà. Vous avez tout un système qui permet également le support, là c'est marqué ici, du langage, donc de codage, hein. Là on parle pas de langue, notamment italien, l'anglais, tout ça, non, là on parle de langue de codage comme le TypeScript, Vanilla.js, React, Vue, Angular, Svelte, enfin bref, on n'y pige rien, mais peu importe. Enfin, vous avez compris le principe, et en fait c'est très intéressant, hein. Ça a l'air de rien cette information, mais c'est vraiment bien plus important que ça en a l'air, parce que ça veut tout simplement dire que là, VeChain continue en fait d'étendre un petit peu bien, ces activités de développement vis-à-vis des développeurs, et surtout est en train de plus en plus de mettre en avant la démocratisation du web 3.0 par la facilité justement de développement pour les développeurs de la communauté VeChain, mais également des développeurs professionnels de la fondation VeChain. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'on est encore dans un bond en avant, hein, parce que qui dit simplification dit derrière plus de clients, plus de développeurs et donc plus d'activités de développement sur l'écosystème du VeChain, et donc on fait grossir, hein, la boule de neige. Le principe est plutôt simple. Deuxième information avec donc là un tweet toujours de la fondation VeChain, comme vous pouvez voir ici, qui fait référence à un autre tweet de Colin Brown, et en fait ça fait référence à tout ce qui est tout simplement l'utilisation du VeChain, hein, qui est cité dans un article comme vous pouvez voir ici, colombien, sur l'utilisation de la technologie VeChain dans l'agriculture colombienne. Donc on voit tout simplement que là, quand on lit derrière après le tweet de la fondation VeChain, ils disent que tout ce qui est l'utilisation de la technologie blockchain à l'échelle industrielle affectera chaque secteur dans chaque coin du globe, de l'agriculture à la supply chain en passant par la traçabilité. Donc c'est pour ça que ce projet VeChain est plutôt prometteur, hein, dans le fond, c'est qu'il concerne tout, tout le monde, n'importe où. Donc c'est assez prometteur dans ce sens-là, bien évidemment, et on voit qu'ils arrivent à bien mettre en place tout ce système un peu comme ils le veulent, hein, apparemment. Donc c'est vraiment intéressant également là-dessus, c'est que la Colombie, enfin, pour moi, jamais j'aurais pensé que le VeChain aurait même des activités en Colombie pour le coup, et dans le secteur agricole en plus. Bon, ensuite, dernière information, les amis, pour la route, qu'il n'y a pas d'autres informations pour le VeChain, là, cette semaine, ça a été plutôt calme, mais dernière information, on va dire, assez bon, marrante, mais enfin, on a un petit trailer, si vous voulez,
de, peut-être du partenariat entre l'UFC, vous savez que Levitchen a un partenariat avec l'UFC, donc les trucs de combat là, donc pour ceux qui aiment bien évidemment, et ensuite derrière tout ce qui est l'aspect blockchain, etc. Donc là ils disent, je vais arrêter le trailer pour les âmes sensibles peut-être, parce que ça castagne un peu dans leur trailer, et donc on a tout simplement, ils disent, nous sommes à l'aube en fait d'une nouvelle ère, pour la blockchain, pour les constructeurs, c'est-à-dire, vous savez, les développeurs. Donc là, je fais référence notamment au kit de DApp qu'ils ont mis en place, pourquoi pas, et pour la société en l'ensemble général. Donc là, on voit qu'ils visent déjà, vous voyez, la démocratisation de masse. Et donc, ils disent que tout ce secteur-là va être porté à leur échelle par leurs médias, c'est-à-dire l'UFC. Donc, c'est un partenaire média. Donc, vous voyez, après, c'est particulier. Hein. Moi, je trouve ça vraiment... Je vous montre ça parce que je trouve ça plutôt original en fait. C'est le minimum qu'on puisse dire, c'est original, c'est que eux ils ont un partenaire médiatique, c'est l'UFC, ce truc de combat. Il faut vraiment y aller quand même. Et effectivement, sur les rings de combat, vous voyez parfois le logo Vetchen au milieu d'une personne qui se fait défoncer en plus par une autre personne, ou alors il se défonce entre les deux, bref. Bon, pourquoi pas. Après, perso, ça me fend pas du rêve hein, du tout. Au contraire, mais après leur stratégie, alors on va pas non plus polluer leur truc, quoi. Pourquoi pas. Bon, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui pour lever de chaîne. On va passer au prochain projet, mais avant ça, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur lever de chaîne pour présenter le projet si vous voulez en savoir plus. Et sinon, je rappelle également, un très important, que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif uniquement. Allez, sinon on continue, on va passer au prochain projet qui est VV Digital Collectibles, avec notamment, vous savez, la liste des drops là, qui vont arriver au fur et à mesure de la semaine. Et vous avez un premier drop donc prévu au samedi 9 décembre, vous voyez, avec un prototype de la Franco Scaglione, donc une version de la Lamborghini plutôt rétro comme vous pouvez le constater, avec donc un partenariat mis à l'honneur avec Lamborghini, tout simplement, comme d'habitude. Voilà, donc c'est plutôt sympa et on voit que la qualité va être au rendez-vous pour celle-là, évidemment, on le voit rien que sur la photo. Allez, je continue avec les drops, les amis, notamment avec donc un petit drop prévu au 15 décembre cette fois sur une bande dessinée de la version du film de Star Wars, donc c'est Retour du Jedi. Donc là, on a tout simplement la première bande dessinée, donc adaptée du film, du Retour vers le Jedi, enfin du Retour du Jedi plutôt. Voilà. Allez, je continue les amis, dernier drop prévu, déjà annoncé en tout cas, donc là c'est les Avengers avec Marvel Mighties, vous voyez en figurine un peu pop, si je puis dire, mais en version numérique. Et en réalité augmentée, c'est prévu le 10 décembre à 8h du matin. Bon les amis, donc dernière information maintenant pour tout ce qui est l'aspect réalité augmentée et tout. Je trouve un petit article, là je tombais par hasard en plus, c'est ça qui est marrant. Un article de CB News, donc un Noël en réalité virtuelle et augmentée avec Intermarché. Donc là c'est vrai qu'on est vraiment, on voit qu'on est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère. Ça fait marrant parce que ça fait plusieurs vidéos où je vous dis, je vous parle du fait que dans l'avenir, un avenir proche en plus, pas dans 20 ans, quoi, dans peut-être maximum 5 ans, puisqu'on sait qu'on a les casques de réalité augmentée qui sont déjà sortis, qui ont été annoncés par Apple, et même le casque de MetaQuest de réalité augmentée de Facebook, enfin de Meta plutôt, désormais. Et donc là, on voit que vraiment tout l'aspect de réalité augmentée, de métaverse et tout, c'est quelque chose qui n'est plus de la science-fiction. C'est déjà de l'ordre du possible. Et ils annoncent même, par exemple avec Apple, des lunettes de réalité augmentée. C'est-à-dire non plus des casques qui sont gros, encombrants et tout, mais vraiment des lunettes comme des lunettes de vue ou de soleil, où il y aura la possibilité d'avoir accès à la réalité augmentée. Et donc là, je vous parlais également comme exemple du fait que on pourrait peut-être à l'avenir, si dans le métaverse on définit toutes nos caractéristiques physiques dans nos avatars, eh bien on n'aurait même plus à se déplacer de chez soi, c'est-à-dire qu'on mettrait le casque, on irait dans des mondes métaverses virtuels où il y aurait des enseignes connues comme pourquoi pas Amazon ou des chaînes de vêtements avec des vêtements virtuels mais qui seraient reliés grâce à la blockchain à des éléments physiques
dans le monde réel. Et donc, quand vous sélectionneriez, du conditionnel, un élément virtuel comme un chapeau ou un manteau ou quoi que ce soit de cet ordre-là dans le virtuel, eh bien, en fait, si vous l'achetez dans le virtuel, après, derrière, vous seriez livré physiquement, enfin, cet objet physique serait livré chez vous, à votre domicile, par la suite. Donc, et là, on voit clairement, à travers cet article, ben, on voit quoi? On voit un Noël en réalité virtuelle augmenté avec Intermarché, dans le sens où là, il propose, déjà en 2023, parce que l'article, vous voyez, il date du 3 décembre 2023, donc c'est extrêmement récent, eh bien, Intermarché propose un catalogue virtuel en réalité augmentée à ses clients, pour accéder à toute sa gamme, quelque part, de jouets, et de tout ce qui est de Noël, en fait, là-dedans. Donc on voit que là, on commence à aborder, vous voyez, le marché, le business, on commence à rentrer dans le dur du sujet, hein. Et bien sûr, ça, c'est un marché qui, s'il se développe, eh bien, peut tout simplement doubler, clairement, le marché physique. On peut avoir une Terre, on peut même imaginer, hein, une planète entière, virtuelle, à terme, à condition qu'il y ait les outils technologiques possibles et les serveurs adéquats pour contenir autant d'informations. Mais c'est quelque chose de réalisable, en fait, à terme, hein, bien évidemment. Donc là, on voit que tout ce marché-là, qui représentera des trillions de dollars, bien évidemment, eh bien, il est possible, il est en train d'apparaître, et que les premières entreprises, là où je fais le parallèle avec notamment VV, hein, Ecomi, etc., les premières entreprises qui auront maîtrisé la technologie justement de réalité augmentée en plus des NFT, eh bien, ce sera les meilleures entreprises, ce sera les entreprises les plus, qui auront la meilleure place pour développer ce marché de plusieurs trillions de dollars. Voilà. Donc, après, là, je parle sans général, c'est-à-dire que VV est concerné, mais il y aura d'autres, bien sûr, entreprises à surveiller, notamment des entreprises existantes déjà, notamment on le voit avec Intermarché, bien, s'ils développent derrière tout cet aspect-là de métaverse, leur propre métaverse, ou alors s'ils font, ils intègrent d'autres métaverses comme The Sandbox, Decentraland et tout, pourquoi pas, ils pourront développer ce marché-là grâce à ces métaverses. Donc c'est à surveiller vraiment le domaine, mais on voit de plus en plus que c'est l'avenir, hein, tout simplement. Allez, je continue les amis, donc là, prochain projet désormais, hein, là ça y est, j'ai fini pour VV Digital Collectibles, je vais passer au prochain projet, c'est-à-dire Ultra, mais avant, je vous invite à voir la vidéo, si vous n'avez pas vu, sur la présentation du projet VV Digital Collectibles. Allez, donc je continue avec Ultra, donc du coup, et notamment le Ultra Arena. Donc là, on a une première information, comme quoi il y a un tournoi qui est organisé par Ultra, vous savez, dans le système de tournoi désormais régulier, hein, mis en place par la plateforme Ultra pour les jeux vidéo. Et donc là, on a un jeu vidéo qui est mis à l'honneur pour tout le mois de décembre en termes de tournoi, c'est Fall Guys avec une saison complète, hein. Et donc vous aurez aussi un système de classement. Et donc là, il parle des prix au niveau du tournoi, comment ça va se passer. Et donc il y aurait un système en fait de 7 tournois, donc vous voyez au niveau des dates. Donc il y a toutes les dates qui sont inscrites ici, donc du 8 en fait au 29, hein, si je puis dire. Et à chaque fois, vous aurez la possibilité, donc pour les meilleurs du top du classement sur les 8, enfin, ou les 7 tournois, eh bien vous aurez un prix de 4370 $ en UOS. Vous aurez la possibilité de gagner des éléments physiques, notamment des chaises ou du matériel pour les gamers, un casque audio Logitech Mandalorian et également des NFT uniques de Fall Guys personnalisés et qui pourront être revendus notamment, donc qui auront une valeur marchande également. Et en plus de cela, vous aurez également la possibilité, si vous participez à un tournoi, de gagner un ticket pour à la loterie derrière gagner potentiellement, hein, 3 casques audio Lucid Sound, un accès bêta à des jeux à venir, mais également obtenir votre chance de gagner un jeu gratuit. Hein. Pourquoi pas? Donc là, on voit que Fall Guys, que tu as tout ce système de tournois amateurs commence à vraiment prendre de l'ampleur, hein, sur la plateforme Ultra. C'est très positif, puisqu'on voit que ça se développe, tout simplement. Je continue les amis, et donc là je vous ai parlé un peu du classement, mais je vais développer ça parce que c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été développée par la plateforme Ultra. Et donc là on voit effectivement que tout le système
enfin, jusque-là qu'on connaissait au niveau des classements de tournois e-sport, c'était très court. C'est-à-dire que vous aviez votre tournoi qui se déroulait sur une semaine, on va dire maximum. Vous aviez un vainqueur, deux, trois vainqueurs peut-être, un classement, et puis basta. Là, ils proposent quelque chose qui ressemble plus à des tournois de type e-sport, mais long terme, puisqu'ils proposent des... Enfin, ils ont mis en place, mais ils ne proposent pas, ils ont mis en place un système de classement de long terme, basé sur les saisons notamment, avec un système de rang cumulatif. Un peu l'image de Counter-Strike, par exemple, quand vous avez votre rang, sa vie, et donc il bouge en fonction de votre classement. Et donc, ça va donner la possibilité à quoi? Tous ces systèmes de leaderboard long terme, eh bien, vous aurez la possibilité de gagner des éléments physiques, mais également monétaires. Donc, avec du UES pour les meilleurs performeurs long terme. Donc, on imagine des gros prix en plus. Parce que plus vous durez sur le long terme, on imagine, hein, et plus vous avez de chances de gagner des prix sympas. Ensuite, vous aurez également la possibilité d'avoir de l'engagement avec les players, enfin les joueurs et les organisateurs. Donc peut-être que les plus gros joueurs du classement seront repérés même par des sociétés, ou même par des studios pour, on peut imaginer plein de choses en fait, pour avoir une interaction avec tout ce monde-là. Donc pourquoi pas, il y a même on peut imaginer des joueurs amateurs qui sont dans le top du classement, qui vont être repérés par des plateformes professionnelles. Là, ça peut être la folie, mais en gros, c'est un peu ça hein, qui peut se passer. Donc là, imagine le délire en fait. Bon, pourquoi pas les amis, mais je trouvais vraiment ça très intéressant également dans la feuille de route développement du projet. Et enfin, dernière information, et pas des moindres, pour le projet, vous allez voir, c'est tout un ensemble de chiffres, parce qu'ils ont fait une sorte de sondage, hein, si je puis dire, et enfin une étude plutôt, c'est pas un sondage, c'est une étude, notamment qui doit être relâchée, on va dire, ou officialisée en janvier 2024, hein, comme c'est écrit ici, mais déjà ils ont mis des petits éléments là, clés, comme ils le disent, hein, des key findings ici, et ils disent que en fait 24% des jeux digitaux au niveau des librairies, des bibliothèques, restent non joués. Et donc ils disent avec leur système AE de NFT sur Ultra, eh bien comme les jeux seront tous des jeux NFT qui pourront être revendus sur le marché derrière, où il y aura également un système de NFT sur ces jeux-là, mais ils disent que même si les jeux ne sont pas touchés, ils le disent là, untouched titles, même si les titres ne sont pas joués, eh bien, il y aura quand même de la valeur ajoutée puisqu'il y aura des NFT qui pourront tomber pour les propriétaires des jeux, peut-être gratuitement. Donc ça veut dire que là, ça rappelle un peu le système sur Steam, vous savez, de cartes. Quand vous jouez à un jeu, vous gagnez des cartes, et ces cartes-là ont de la valeur, mais ça, c'est de l'ordre de quelques centimes. Mais là, ça rappelle un petit peu ce système-là, c'est que si vous gardez un jeu et qu'il y a un événement qui se passe, eh bien, vous pouvez avoir un airdrop parce que vous avez le jeu dans votre bibliothèque. Vous gagnez un NFT, vous ne gagnez pas une carte de quelques centimes. Donc là, on voit vraiment cet aspect-là qu'ils mettent à l'honneur, en tout cas, à travers ce chiffre. Ensuite, ils disent que 75%, c'est là où ça devient intéressant, des joueurs PC considèrent en fait que les prix, si vous voulez, des jeux sont trop chers au niveau des jeux AAA. C'est-à-dire les meilleurs jeux développés par les meilleurs studios du monde. Hein. Comme Call of Duty, tout ce genre de jeux. Et donc, 75% des joueurs PC trouvent que ces jeux-là sont trop chers. C'est énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai souci au niveau monétaire, au niveau de l'argent, pour les joueurs, pour accéder à ce genre de jeu. Et donc, c'est pas étonnant de voir d'ailleurs le deuxième chiffre qu'ils mettent là en place, c'est qu'ils disent, donc Ultra, à travers leur étude, hein, que 75% en fait des gens qui ont participé à l'étude disent qu'ils sont prêts à jouer à des jeux digitaux de type indépendant. Parce que justement, il y a un vrai problème avec les jeux de type AAA, ils sont trop chers en fait. Et donc là, c'est là où ça devient hyper intéressant, parce que j'ai fait une vidéo sur Ultra, je vous montrerai juste après, où je disais justement qu'il y a un nouveau marché qui est en train de s'ouvrir, c'est que Ultra, leur rôle à eux, ce qu'ils veulent faire en plus de tous leurs autres rôles, que j'en ai déjà parlé, hein, au niveau de la tokenisation des jeux et tout, c'est qu'ils veulent améliorer la relation entre les studios indépendants, notamment, et les joueurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un vrai monopole, on ne s'en rend pas compte, nous, à notre échelle, hein, mais il y a un vrai monopole établi
par les meilleurs studios, les plus gros studios du monde sur l'espace médiatique des jeux vidéo. Et donc en fait, il faut savoir qu'il y a un énorme marché du jeu indépendant, mais qui ne peut pas vraiment émerger parce qu'il est bouffé par les plus gros studios. Soit au niveau médiatique, mais également au niveau de l'argent, parce que toutes les plateformes comme Steam par exemple, il faut savoir qu'ils prennent un gros pourcentage de la part des éditeurs juste pour mettre les catalogues de jeux sur leur plateforme. Mais en plus, comme vous savez, vous avez des milliers de jeux, s'ils ne sont pas mis à l'honneur sur la plateforme, eh bien, les joueurs ne le verront pas. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là, et ça, Ultra veut le changer. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce chiffre, parce que ça veut dire que Ultra est en train de toucher quelque chose, en fait, un marché qui n'existe pas, en fait. C'est-à-dire un marché qui n'a pas été encore déterré, mais qui est bien existant et qui répond à un besoin autant au niveau des joueurs qu'au niveau des développeurs. Et c'est là où ça peut être explosif pour la plateforme Ultra si elle arrive à mettre en avant, elle arrive à tirer son épingle du jeu au niveau de ce marché-là. Bref, voilà, c'était juste pour vous dire tout ça. Et à tel point, effectivement, que on a 87% quand même des joueurs au niveau PC qui se jettent sur les discounts et qui sont même prêts à peut-être à attendre les soldes pour acheter des jeux. C'est-à-dire qu'ils disent que les 87% des joueurs disent que les soldes sont très importantes pour les jeux vidéo. Donc ça veut tout dire. Bon les amis, donc ça c'est des chiffres en fait qui sont très révélateurs pour si vous voulez, la place dans le business qu'occupe Ultra et notamment leur vision pour l'avenir, pour leurs objectifs qui sont tout à fait atteignables et en adéquation, on le voit désormais, avec les attentes des joueurs et notamment des studios indépendants. J'insiste bien sur indépendant. Bon, voilà. Bon, ce sera tout pour l'actualité de Ultra aujourd'hui. Je vous invite à voir la vidéo sur Ultra, sur ce projet, si vous voulez en savoir plus. Vraiment, c'est un projet qui est plutôt intéressant et qui est vraiment sur la bonne voie, on peut le voir, dans le développement de leur feuille de route. Et puis sinon, écoutez, je vais continuer avec le prochain projet, c'est-à-dire XRP et la société Ripple derrière le XRP. Donc là, on a un tweet de Ripple, donc officiel, qui déclare tout simplement que, en fait, le marché donc africain, au niveau de la finance digitale, des secteurs bancaires digitales, représente à peu près 2,7 trillions de dollars au niveau du marché de l'opportunité. Donc j'ai même l'article qui vient prouver tout ça sur le site de ripple.com. Voilà donc le fameux article de Ripple, et effectivement, il déclare que le marché africain est attendu pour être un meneur vital dans le marché du business global. Et tout ce qui est l'aspect également de fournisseur de paiement au niveau à l'échelle financière. Et donc, ils disent que en fait, le marché africain jouera un rôle clé pour faire en sorte que l'opportunité en fait, de 2,7 trillions de dollars sur le marché devienne une réalité, entre guillemets. Donc là, on ne parle pas de 2-3 dollars, là, on parle de 2,7 trillions de dollars. Donc c'est quelque chose d'énorme, et après, c'est tout à fait logique, en fait, parce qu'on sait très bien que déjà, le continent africain, c'est extrêmement peuplé, là, c'est plusieurs milliards d'individus, très peu digitalisé au niveau bancaire, parce qu'on sait très bien que les peuples africains sont très focalisés sur le cash en ce moment. On l'a vu avec l'exemple du Nigeria où la banque centrale qui a essayé d'enlever le cash, elle a créé presque une révolution. Et donc ça a été un massacre. Et donc les citoyens du Nigeria, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réfugiés dans le Bitcoin, notamment dans les crypto-monnaies. Donc là on rigole. Ça a été l'effet inverse voulu par la politique de la banque centrale du Nigeria. Et donc, dans ce cadre-là, on voit qu'il y a un vrai essor quand même de la digitalisation en ce moment pour les peuples africains. Et donc, on est en train d'être guidé tout simplement par Ripple avec son partenariat avec OnAfrique, c'est-à-dire le plus gros fournisseur de paiement en Afrique actuel. Donc, c'est pas rien quand même. Donc, on voit qu'il se passe vraiment quelque chose avec Ripple. Et c'est pas tout, parce que bien sûr, j'ai d'autres articles, les amis, au niveau de l'actualité pour Ripple, avec notamment un article de thecryptobasic.com où vous avez donc Ripple et le Bhoutan qui en fait ont annoncé, vous savez, un partenariat officiel pour construire une CBDC, et vous avez donc la phase pilote de la monnaie numérique de banque centrale du Bhoutan qui rentre en vigueur en 2024.
Voilà, donc ça c'est également une nouvelle très récente, hein, du 7 décembre 2023, c'est-à-dire date d'aujourd'hui. Et en même temps, on a l'officialisation du partenariat entre Ripple et encore une fois une nouvelle banque centrale, hein, puisque on imagine très bien la banque centrale du Bhoutan qui sera derrière tout ça. Et ensuite, ce dernier article pour la route concernant Ripple, donc c'est une information que j'avais déjà communiquée, mais je la rappelle qu'elle est importante. J'ai un article de investing.com, c'est donc la technologie DeFi prête en fait à lancer le XRP ETP en Europe en décembre. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement imminent, qui est plutôt révélateur, plutôt bon signe, et même explosif pour XRP. Puisque je rappelle que le ETP, c'est le Exchange Trading Product. Et comme c'est un objet, une technologie de DeFi, ça veut dire que c'est décentralisé. Et donc, ce sera un peu si vous voulez, un exchange où les Européens, que c'est en Europe, hein, vous l'avez compris, pourront tout simplement échanger des crypto-monnaies, mais pas forcément que du XRP. Hein. Il y aura d'autres crypto-monnaies, pourquoi pas Bitcoin, pourquoi pas, enfin, n'importe quelle crypto à condition qu'il y ait les bridges, bien évidemment. Et donc, à partir de là, eh bien, comme c'est focalisé sur un exchange, un système basé sur le XRP, eh bien, forcément, il va y avoir un effet de gonflement des volumes du XRP, rien qu'avec cette plateforme exchange, au final, hein, basée sur XRP. Donc, c'est quand même assez colossal, là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quelque part, Ripple est en train de lancer sa propre plateforme exchange décentralisé sur le marché européen. Donc après, il faut voir quel sera l'engouement sur ce marché-là, est-ce qu'il va y avoir du succès ou pas, on verra, mais en tout cas, c'est très bon signe, hein, pour l'utilisation derrière du XRP en termes de valeur d'échange, tout simplement. Bon, donc on tiendrait au courant de ce que ça donne dans les semaines à venir, dès que le lancement sera officialisé. Et ensuite, écoutez les amis, ce sera tout pour les actualités sur Ripple XRP cette semaine. Je vous invite à voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et puis sinon, on va passer aux actualités crypto plus générales. Avec notamment donc, un premier article de journalducoin.com, donc le PDG de JP Morgan veut fermer le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc là, en fait, ce qui se passe, vraiment, c'est très, très marrant, hein, ce qui se passe en ce moment. Parce que vous l'avez vu, on a le Bitcoin qui a dépassé les 40 000 $. Et comme par hasard, on a tous les services politiques, les banques, tout ça, ils s'excitent un peu là. Ils se disent non, mais de toute façon, c'est de la daube, le Bitcoin. Donc ils en reviennent un peu au classique. Le Bitcoin, les cryptos, c'est pour les criminels, faut pas l'utiliser, attention, nanana, tralali, tralala. Donc là, on voit que en fait, le PDG de JP Morgan, première chose qu'on peut dire, c'est que c'est un hypocrite. Hein, parce que c'est également le premier. Donc je rappelle que JP Morgan, c'est quand même la première banque aux États-Unis. Donc une des plus grosses banques à échelle mondiale, hein, évidemment. Et donc Jamie Dimon, le PDG de la banque, qui veut fermer le Bitcoin et les crypto-monnaies parce que c'est pour les criminels, eh bien il faut savoir que sa propre banque à lui, hein, est accusée et a été condamnée plusieurs fois, et même des dizaines, voire même des centaines de fois en 20 ans, à des amendes colossales qui avoisinent les 35 milliards de dollars. Donc, quand on est concerné par autant de fraude, peut-être qu'il ne faut pas trop parler, hein, chez les autres de fraude, que ce soit tort ou à raison. Hein, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut noter, qu'on rigole, c'est que JP Morgan, il a créé lui-même à travers sa société une crypto-monnaie, hein, basée sur la blockchain. Ah. Donc là, il est en train de dire, ok, si on le tient à son propre jeu, ok, on ferme les cryptos, on ferme le Bitcoin, mais dans ce cas-là, tu fermes ta propre crypto-monnaie, tu fermes ta propre blockchain, et après on en reparle. Donc, là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est marrant, hein, et je vais vous montrer les autres articles, c'est un peu dans le même délire, c'est que le Bitcoin a dépassé les 40 000 $, et tous ces gens-là, ils ont les boules, parce que eux, ils pensent toujours que le Bitcoin, ça leur échappe, qu'on sait que ces gens-là, ce qu'ils aiment, c'est l'argent, c'est le pouvoir, et donc, pour avoir l'argent, ils veulent le pouvoir, pour avoir le pouvoir, ils veulent l'argent. Donc, quand le Bitcoin, c'est de l'argent et du pouvoir qui leur échappe, ils sont pas d'accord, ils le font savoir à leur manière, on va dire. Et donc, ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a aussi un autre article, cette fois de cryptost.fr. La SEC, de nouveau épinglée par un juge, une tendance troublante pour le gendarme financier américain. Point d'interrogation. Ça date du 6 décembre 2023, donc c'est extrêmement neuf également. Et donc, effectivement, la Securities and Exchange
commission, la SEC, aux États-Unis, fait-elle preuve d'un peu trop de zèle avec les entreprises liées aux crypto-monnaies? Donc c'est l'interprétation que font de plus en plus de juges aux États-Unis face à la campagne sans relâche du gendarme financier américain. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une affaire de trop, où vous avez donc eu un procès entre la SEC et une entreprise crypto pas très connue, enfin, dans le milieu, ou peut-être plus aux États-Unis, mais au niveau mondial, pas trop. Et vous avez carrément un juge, donc de l'Utah, il me semble, si je me base sur l'article de cryptost.fr, eh bien, on a le juge qui a déclaré, bon, là, vous allez un peu loin, la SEC, entre guillemets, hein, vous faites plus que du zèle, et même il soupçonne qu'il y ait des preuves qui soient fausses, des témoignages qui soient faux, carrément. Donc là, on va un peu loin, donc le juge a même menacé la SEC de sanctions s'il continue dans cette voie. Donc là, ça commence à partir loin, mais en tout cas, ce que ça révèle, c'est qu'il y a une vraie cabale de plus en plus forte, hein, de plus en plus visible en tout cas, de la part des organismes politiques bancaires contre les cryptos à partir du moment où ils ne peuvent pas les contrôler. On le voit bien. Et ensuite, donc là, encore un article du même genre de cointribune.com, la BCE prédit la fin imminente du Bitcoin, il dépasse les 40 000 $. Donc là, on rigole. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que depuis qu'il a dépassé les 40 000 $ le Bitcoin, ou même les 35 000, 30 000 avant, puis qu'il est en phase vraiment haussière, on a tous ces gens-là qui s'excitent, alors qu'on ne les entendait plus trop avant, hein, quand le Bitcoin était redescendu là, durant le bear market à 17 000 $ au bottom, eh bien on ne les entendait plus. Et là, il s'excite de nouveau. Donc, c'est assez marrant, mais c'est aussi prévisible, parce qu'on voit bien qu'il y a une chose qui est en train de se passer, et on va le voir après dans les actualités économiques vraiment intéressantes, vous allez voir. Et en plus, c'est ce que je vous dis, alors après je ne vais pas me jeter des fleurs, hein, mais c'est ce que je vous dis depuis un an en fait, et tout à fait logique. C'est-à-dire qu'on a un marché traditionnel qui est en train de se péter la figure, je vais le rappeler un peu comment, pourquoi après, hein. Et donc on a tout ce qui est aux abords de ce système traditionnel, c'est-à-dire les actions boursières, les crypto-monnaies, l'or, l'argent, à part l'immobilier. Alors l'immobilier, lui, il se pète la gueule, mais c'est justement, on va le voir, à cause de la banque centrale, ça pour le coup, donc on rigole. Mais tous ces systèmes-là, où on peut avoir un peu des valeurs refuges, eh bien, est en train d'exploser parce que le système traditionnel que l'on connaît classique, lui, est en train de s'effondrer et on arrive au bout d'un système, en fait. Clairement, hein, on le sent de plus en plus. Donc, la Banque Centrale Européenne recommande encore une fois hein, de délaisser le Bitcoin, bon, pour la peut-être 150e fois en 10 ans. Bon, donc peut-être une, deux fois de plus, ou alors peut-être qu'elle aura raison, hein, peut-être qu'elle a raison, hein, pourquoi pas, et que le Bitcoin, eh bien, il faut le jeter. Bon, pourquoi pas. Allez, je continue les amis, donc là j'ai un autre article sur les actualités crypto, donc de coins.fr, Coinbase permet l'envoi de crypto par SMS, WhatsApp et Telegram. Et donc là, pareil, ça date du 6 décembre 2023, c'est-à-dire hier. Donc là, c'est énorme ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit de plus en plus que l'évolution technologique qui est en train de se mettre en place aujourd'hui favorise de plus en plus la démocratisation et la facilité d'utilisation des crypto-monnaies. Et ça, forcément, ça ne peut pas arranger les banques, ça ne peut pas arranger les banques centrales, et ça ne peut pas arranger les gouvernements qui se basent sur des valeurs monétaires qui sont totalement à la ramasse, on le voit, sur tous les plans, par rapport aux crypto-monnaies. Il suffit juste de comparer le réseau SWIFT bancaire avec XRP notamment. Pourquoi Ripple et XRP ont autant de succès partout dans le monde, même sur les banques centrales? C'est justement parce qu'ils sont en train de révolutionner le réseau SWIFT bancaire, qui lui est déjà relégué au Moyen-Âge, en termes de vitesse de transaction, de coût de transaction, etc. Donc là, les banques, elles sentent quand même le danger arriver, parce qu'on a une démocratisation et une facilité d'utilisation des crypto-monnaies de plus en plus forte. Voilà. Et on le voit comme par hasard avec Coinbase, qui permet l'envoi de crypto par un simple SMS. Donc là, c'est clairement money fiat killer, hein, pour vous dire. Donc ça y est les amis, j'ai fini pour les actualités crypto, et maintenant on va faire un petit débrief sur les actualités économiques, on va prendre un peu du recul dans tout ça. Donc latribune.com, donc au niveau de l'article, donc face aux États-Unis, le rythme de décrochage de l'Europe s'accentue. Donc là on rigole parce que donc on a vu que la Banque Centrale Européenne par exemple tape sur le Bitcoin, dit surtout n'y allez pas.
Mais par contre, ce qu'elle oublie de dire, la Banque Centrale Européenne, c'est que si on est dans la mouise aujourd'hui, c'est justement parce elle a mis en place en fait, des restrictions monétaires ultra agressives, en fait. Je vais le lire là, je lis l'article, vous allez voir. Donc la crise énergétique a considérablement creusé l'écart de compétitivité entre l'Europe et les États-Unis, et même si les prix de l'énergie s'essoufflent sur le vieux continent, les effets de la politique monétaire restrictive de la Banque centrale européenne vont se propager pendant encore de longs mois. Résultat, la récession dans plusieurs grands pays de la zone euro, Allemagne, Italie, pourrait accroître le risque de décrochage de l'Europe face aux États-Unis en 2024. J'ai envie de vous dire qu'on décroche par rapport aux États-Unis, c'est même plus. À la limite, ce serait le cadet de nos soucis, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce qui nous tombe dessus au niveau de la crise économique, en fait. Donc là, on voit bien que la Banque Centrale Européenne, elle est gentille de nous prévenir pour le Bitcoin, mais peut-être qu'ils devraient s'occuper un petit peu plus de leurs propres compétences, pour gérer justement l'économie qui est en train de se faire défoncer en Europe. Bon, donc déjà, première chose, là aussi, on rigole. Donc l'article date du 6 décembre 2023, également très récent. Ensuite, je continue au niveau des articles, les amis, sur l'actualité économique. Donc l'Express, prix de l'électricité, quelle augmentation en 2024? Point d'interrogation. Alors que les prix de l'électricité ont atteint des niveaux historiques en 2022, la ministre de la Transition énergétique s'est engagée à ce que la prochaine augmentation soit limitée à 10%. Donc là aussi, c'est très récent. Ah, j'ai pas mis la date, mais ça date de ce mois-ci, de décembre. Et donc, ben, on rigole. C'est-à-dire que là, on nous vend qu'on nous baisse l'inflation. Très bien, c'est une bonne nouvelle, Mais ils sont déjà en train de nous dire, bon, on vous prépare aller minimum, enfin maximum. Alors, on vous dit maximum, là, ce qu'elle dit en gros, la ministre de la Transition énergétique. Maximum, vous aurez 10% d'augmentation sur l'électricité. Or, on sait très bien que l'électricité, c'est exactement ce qui fait varier l'inflation générale aujourd'hui en Europe. Donc si là on a une baisse de l'inflation, c'est grâce à la baisse massive des prix de l'électricité. Donc si là ils sont en train de nous annoncer qu'ils vont nous augmenter les prix de l'électricité. Voilà, donc ça c'est fait quoi. Et en plus, ils nous disent pas plus de 10%, mais avec ce qu'ils nous pondent et ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous font derrière, quand on voit le gap à chaque fois qu'il y a, on n'est même pas sûr que ce soit que 10%. Voilà. Allez, on va leur accorder ça. Mais vous voyez, pour vous dire la différence déjà entre le système traditionnel, c'est que on voit qu'on a une volatilité énorme déjà rien que sur l'électricité. On peut le voir, on dirait presque une crypto-monnaie pour le coup. Donc il faudra la fermer aussi, comme dirait Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan. Et oui, c'est trop dangereux tout ça. Donc maintenant, dernière information les amis pour la route, France Info, économie, le cours de l'or bat un record historique. Voilà, donc ça 5 décembre 2023, c'était il y a quelques jours aussi. Donc il a atteint 2000, je sais plus exactement le prix, mais bon, peu importe, effectivement, il a première fois de l'histoire de son histoire totale, que l'or a battu un tel niveau des prix par rapport à l'euro, par rapport au dollar. Donc là, on voit bien, c'est ce que je vous dis en fait, pour ça je vous dis depuis un an quasiment, clairement, que on est dans une situation aujourd'hui totalement instable au niveau géopolitique. Donc, si je fais le récapitulatif, on a, sur le système traditionnel, on n'a jamais eu autant de dettes pour tous les États, et encore plus la France, les États-Unis, nous le champion du monde en Europe avec la France. On a pris 1000 milliards sous Macron, rien que ça. Donc on a une vraie crise des dettes. Le problème des dettes, c'est que derrière, vous avez tout un jeu aussi sur tout ce qui est les obligations d'État. Les obligations d'État, c'est lié également aux assurances vie. Et donc, c'est pour ça qu'en 2024, il faut faire attention quand même au niveau des dettes, parce que si tout ce chapiteau-là s'effondre, eh bien, il peut y avoir, c'est une possibilité, que tout le système d'obligations, en fait, s'effondre à cause des gouvernements qui voudront faire marcher la planche à billets en masse, en fait, juste financer leur budget en masse. Et donc, tout le système d'obligations, s'il s'effondre, derrière, il entraînera également les assurances vie. Donc première chose. Donc ça veut dire que tout ce système-là, en fait, est un peu bancal en ce moment à cause des dettes. Première chose. Ensuite, deuxième chose, tout ça c'est lié également aux monnaies fiat. Les monnaies fiat, forcément, on l'a vu, même pas besoin de donner d'articles de sources et tout, j'ai même fait plusieurs vidéos là-dessus, en voiture, en voilà. Depuis 100 ans, c'est un massacre.
c'est-à-dire pour le dollar notamment, perdu 99% de sa valeur, et l'euro, bah, j'en parle même pas, c'est une courbe, on dirait également une crypto-monnaie, hein. L'euro en 10 ans, 20 ans. Donc il n'a fait que baisser. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un système traditionnel, en fait, qui favorise énormément l'inflation, en fait. Non seulement on a une inflation de base à 2% par an optimisée par les banques centrales, c'est ce qu'elles veulent, mais en plus, on subit une inflation liée à la chute de la valeur de nos monnaies fiat. Ça, on ne vous le dit pas, ça. Forcément, on ne vous le rappelle jamais, mais c'est le cas. Il suffit de taper juste valeur de l'euro en 20 ans par rapport au dollar ou par rapport à autre chose, et vous verrez que la courbe, quelle que soit la chose à laquelle vous la comparez, c'est un massacre pour l'euro. Bon, voilà. Et donc, derrière, vous avez même l'immobilier aujourd'hui qui est en train de prendre bah, la sauce. Il y a une crise du marché immobilier. Vous avez même je crois, un leader, donc l'immobilier, je dis pas de bêtises, autrichien, qui est en train de couler, qui est en train de faire faillite en ce moment en Europe. On n'en parle peut-être pas trop. Mais il va falloir surveiller ça parce que là aussi, ça ferait un gros domino dans le secteur immobilier. Ça partirait de l'Autriche et du coup, ça contaminerait un petit peu toute l'Europe. Bon. Donc c'est vrai que là, en ce moment, on voit bien que tous les secteurs sont laminés et il reste que, comme par hasard, tout ce qui est les valeurs refuges qui sont en train d'exploser. Donc vous avez, comme par hasard, le Bitcoin. Donc on rigole quand la Banque Centrale Européenne nous dit que le Bitcoin, ben, faut le fermer ou en gros, c'est chute imminente. Vous avez l'or, comme par hasard, explose à la hausse. Instabilité géopolitique oblige. Et vous avez également des actions boursières qui n'ont jamais été aussi hautes pour toutes les entreprises du CAC 40. On l'a vu. Mais ça, je vous invite à vous méfier énormément des actions. Parce que s'il y a, par exemple, une crise des obligations en 2024, au niveau des taux obligataires à cause des États, il y aura une crise financière énorme. En gros, un crash boursier. Donc faites très attention à ça. Après, peut-être pas, hein. Peut-être ça va continuer à monter to the moon pour les actions boursières des entreprises, mais on n'est pas à l'abri. C'est possible. C'est de l'ordre du possible aujourd'hui. Mais en tout cas, en termes de valeur refuge, on se rend compte que l'or, bah, ça n'a jamais fait défaut. En temps de crise, l'or a toujours battu des records historiques. On y est. Et maintenant, bah, il faudra voir si dans ce contexte-là, le Bitcoin tient la route. Et s'il tient la route, eh ben, il aura battu à plat de couture toutes les banques centrales dans le monde. Donc là, on rigolera. Voilà les amis, un peu le recul qu'on peut prendre entre l'or, les cryptos. Enfin, quand je dis les cryptos, c'est pas les shitcoins, hein, c'est le Bitcoin, toutes les crypto-monnaies à valeur intrinsèque de projet long terme. Bien évidemment, y compris. Et de l'autre côté, le secteur traditionnel qui lui est en train de s'effondrer, hein, simplement, je ne peux pas dire mieux. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, les amis, eh ben, hop, voilà, je vous invite à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner également à la chaîne hein, pour supporter la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous savez que là, on a la chaîne, là, on est déjà à 570 et plus d'abonnés. Je vous remercie tous hein, pour vos soutiens, pour vos likes et tout. C'est vrai que ça fait super plaisir. Ça engage à continuer en fait à faire des vidéos, des sujets sur l'actualité crypto, mais également l'actualité économique, autre et tout. Donc c'est vraiment très intéressant pour moi déjà premièrement. Donc je vous remercie vraiment hein, dans ce sens-là. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous surtout dans ce monde de fou. Et puis on vous dit à la prochaine. Ciao!